Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au programme, aujourd'hui, il est le vulgarisateur scientifique francophone ayant le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube. Il représente aussi, vous allez le voir, la nouvelle génération de cette émission qu'on connaît tous. C'est pas sorcier, il s'appelle Dr Nozman et c'est notre focus du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Elle s'appelle Dorit Naon, elle est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit, quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Hello, aujourd'hui on va parler des collègues toxiques. On en parle dans un instant. Et puis grande question, quel avenir pour le numérique éducatif? Nouveau Premier ministre, nouvelle ministre de l'Éducation nationale et puis un an après le lancement de la stratégie nationale 2023-2027 mise en place par l'ancien ministre de l'Éducation Pap Ndiaye. Qu'en pense notre invité? Il est notre invité justement et on va lui poser la question, il est expert de ces sujets. Il s'appelle Bruno Devauchel. Bonjour Bruno. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'émission. Vous êtes formateur, expert, chercheur associé au laboratoire Techné Université de Paris. Vous êtes évidemment aussi spécialiste du numérique éducatif. Vous allez tout nous dire de ce que vous pensez de ce sujet-là juste après le focus. C'est le Jamy des temps modernes, vulgarisateur des sciences. Il jongle entre humour et sérieux pour devenir en 2017 le numéro 1 des vulgarisateurs scientifiques francophones sur Internet. Il s'appelle Dr Nozman, c'est notre focus du jour aujourd'hui par Jean Martineau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une addiction, pas n'importe laquelle, vraiment une drogue très mystérieuse. Une addiction qui provoque une sensation d'euphorie intense chez les personnes dépendantes, qui les pousse à vouloir prendre de plus en plus de risques pour maintenir le même niveau d'excitation et qui est capable de provoquer chez eux de forts épisodes de manque. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'addiction au jeu d'argent. Il s'appelle Germain Olivry et en 2011, ce Breton alors âgé de 21 ans lance sa chaîne YouTube sous le nom de Dr Nozman. Expérience, découverte, explication et cassage de mythes, Dr Nozman remet le monde scientifique au goût du jour. Celui pour qui la science n'attend pas, mais un point d'honneur à faire découvrir de nouveaux objets à ses abonnés, mais également à ses amis qu'il n'hésite pas à inviter. Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, je suis avec Amixel. Ça va? Ça va? Tranquille. Et moi, en fait, je voulais faire un petit bilan, tu vois, de tous les objets scientifiques que j'ai présentés sur la chaîne. Ouais. Et je voulais finalement te les faire tester tous un par un. Bon, Alexandre, est-ce que t'es prêt? Je sais pas. On va voir. C'est ton baptême de la géode aujourd'hui finalement. Salut Lucas, bonjour. Ça va? Ça va? Ça va, ok, je vais te faire tester ce qu'on appelle un gyroscope de super précision, ok? Plus d'une décennie après son lancement, Nozman possède des chiffres colossaux, plus de 4 700 000 abonnés sur YouTube où il cumule près d'1 milliard de vues, plus de 1 900 000 sur TikTok et 1 million sur Instagram. Dr Nozman est devenu malgré lui la référence scientifique des jeunes. Chacune de ces vidéos est au préalable vérifiée par des docteurs, doctorants et spécialistes dans le domaine. Ces vidéos sont donc sans risque, un moyen d'assouvir sa curiosité. En fait, il y a deux aspects. Il y a la notoriété et aussi la notoriété d'un point de vue vulgarisation scientifique. Aux yeux de pas mal de profs, d'institutions, de labos, de fac, je suis genre un peu la référence, on va dire, du contenu scientifique. Il y a plein de profs qui utilisent mes vidéos, il y a plein d'études qui me citent. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai reçu une étude sur la consommation de la vulgarisation scientifique, c'est une étude québécoise, et je suis cité à tous les étages, tu vois. Il y a cette notoriété publique dehors, des gens, et il y a aussi, d'un point de vue un peu académique. Celle-ci me fait un peu plus stresser parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas se tromper et tout, c'est diffusé dans des écoles, dans des classes et tout ça. À la tête de la plus grosse chaîne YouTube scientifique de France, Dr Nozman n'était pourtant pas destiné à être le nouveau prof des réseaux. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, il a longtemps été en échec scolaire. Celui qui n'est ni docteur ni même bon en sciences a juste laissé place à sa curiosité pour s'instruire et sa créativité pour fidéliser son audience. Comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Bye. Et voilà pour le portrait de Dr Nozman. Autre chose à présent, lancée par Pap Ndiaye lors de son mandat, la stratégie numérique pour l'éducation 2023-2027 repose sur une série de mesures. D'abord pour renforcer les compétences numériques des élèves et puis aussi, et c'est important, accélérer l'usage des outils numériques à l'école. Mais pourquoi faire et avec un objectif, la réussite des élèves? Mais où est-ce qu'on en est un an plus tard? On pose la question à notre invité dans la première partie du talk.
Et donc aujourd'hui, à nos côtés pour en parler en visioconférence, Bruno Devauchel, formateur, expert, chercheur associé au laboratoire Techné Université de Poitiers et spécialiste du numérique éducatif. Bruno, vous publiez régulièrement des tribunes dans des médias spécialisés, notamment le Café Pédagogique, et vous avez récemment écrit ceci. La généralisation rapide des smartphones et des réseaux sociaux concerne d'abord toute la population et transforme progressivement les manières du vivre ensemble, mais aussi du faire. Le monde scolaire peut-il ou doit-il rester en dehors de ces questionnements? La réponse est non. Ça, c'est ce que vous avez écrit dans l'une de vos dernières tribunes. Pourquoi, Bruno, est-ce que c'est si essentiel pour l'école de s'adapter à ces enjeux numériques portés aujourd'hui par la société? Alors, je dirais qu'il ne s'agit pas directement que l'école s'adapte. Il s'agirait que l'école prenne en compte un phénomène qui touche tous les jeunes et surtout qui touche leur avenir. Elle les touche actuellement, bien sûr, et leur avenir. Et leur avenir, c'est quoi? C'est qu'un monde qui, effectivement, est marqué par le numérique, qu'on le veuille ou non, l'école ne peut pas être, je dirais, aveugle sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que l'école fasse du numérique éducatif tout le temps, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus abandonner les enfants, les abandonner au marché du numérique, aux rêves que l'on a autour du numérique. On ne peut pas abandonner l'école, on ne peut pas abandonner les enfants. C'est l'école qui a, pour l'instant, la seule possibilité d'agir au niveau de la nation, à côté, bien sûr, des parents, des familles et des proches. Mais là, il y a aussi de nombreuses questions qui se posent. Bruno, c'est intéressant, ce plan dont je parlais effectivement en introduction, vous savez, le plan qui a été lancé par Pape Ndiaye, cette stratégie 2023-2027, vous en avez évidemment entendu parler. Est-ce que les changements de ministres, de feuilles de route réguliers quand même au sein du ministère de l'Éducation nationale ces derniers mois bouleversent selon vous la mise en place de ce plan ? Alors, oui et non. Il s'agit d'une stratégie, c'est-à-dire donc ce sont des impulsions. Et ce qu'il y a surtout, c'est que ces impulsions, en fait, elles ne sont pas vraiment nouvelles, dans le fond. Donc, ça ne bouleverse pas ce qui était en place. Ce qui pose problème, par contre, c'est que depuis maintenant, alors moi, ça fait très très longtemps que j'étudie ces questions-là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours l'envie de faire quelque chose, un cadre pour essayer de le faire, mais très très peu en réalité d'actions concrètes sur le terrain qui vont transparaître dans les pratiques des enseignants. Et on peut même observer qu'aujourd'hui, il y a probablement une sorte, alors changement de ministre ou pas, disons qu'il y a des problèmes de priorité. Et manifestement, avec les changements de ministres que l'on a eus, Pape Ndiaye était déjà assez éloigné de ces questions-là. Il l'a fait parce qu'il y avait un travail qui était engagé par son prédécesseur. Donc il y avait quelque chose à faire. Et puis surtout parce que la direction du numérique pour l'éducation cherchait à faire avancer les choses, je dirais globalement. Mais là où le problème va se poser, c'est qu'en fait, on retombe en ce moment en lien en particulier avec cette politique des fondamentaux à une hiérarchisation qui fait que la question du numérique n'est pas prise au sérieux au sens où je l'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire où on ne peut pas abandonner les jeunes dans un monde qui est un monde marchand, un monde commerçant, un monde de concurrence. On ne peut pas les abandonner sans les avoir préparés à ça. Et si on ne le fait pas, il n'y a rien qui se fera. Or, c'est justement ça qui manque parce qu'il y a des priorités et ces priorités... Il me semble que nous avons perdu Bruno. Oui, vous m'avez perdu. Voilà, pardon, vous revoilà. Oui. Pardon, effectivement, Bruno, on va... Dites-moi. Oui, j'évoquais le fait que les fondamentaux sont, je dirais, plus centrés sur des activités traditionnelles de l'école et le numérique est mis de côté comme s'il n'était pas considéré comme un élément fondamental en ce moment. Alors, vous dites effectivement que les discours sont pas... encore coupé. Il n'y a aucun problème, Bruno, il n'y a aucun sujet. Vous dites effectivement que les discours ne sont pas toujours suivis d'actions concrètes. Vous jugez aussi dans une tribune que vous avez rédigée qu'il serait nécessaire que les décisions annoncées par le gouvernement soient effectivement évaluées et effectuées en matière de numérique éducatif. En fait, ça paraît assez logique, ça paraît évident aussi, mais dans les faits, ça n'est pas toujours le cas. C'est ce que vous nous dites.
Oui, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. On a eu tellement de plans, tellement de stratégies, tellement de propositions qui ont été faites, que même certaines ont été arrêtées avant même qu'on ait eu le temps d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé. Prenons l'exemple entre 2013 et 2018 sur ces tentatives de diffusion massive de matériel auprès des écoles. Le plan Hollande en 2015, arrive M. Blanquer en 2018, on arrête tout. Et puis, au bout d'un moment, arrive le confinement, on se dit aïe, 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 avec le confinement, on a oublié qu'il y avait quand même besoin de numérique. Et à nouveau, on est reparti en laissant de côté tout ce qui avait été fait. Les états généraux du numérique n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on pouvait en attendre par rapport à ce qui s'est passé. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on revient au point de départ et qu'on n'évalue pas ce qui s'est fait auparavant. C'est très français. Il est où le problème en fait? C'est qu'il ne faut jamais dire aujourd'hui qu'on s'est trompé, qu'on a eu tort, qu'on s'est peut-être trompé un petit peu de chemin, ou c'est qu'en fait chacun veut mettre un peu sa pierre à l'édifice dans le numérique éducatif, quitte à balayer tout ce qui a été fait avant? Alors, non, on ne balaye pas. Mais en même temps, enfin, hormis une ou deux petites choses, comme lorsque M. Blanquer est arrivé autour du téléphone portable, mais on n'a pas balayé en réalité. Mais il n'y a pas vraiment, je dirais, une vision derrière tout ça. Ça manque, je dirais, de souffle, ce que j'ai déjà d'ailleurs écrit, ça manque de souffle parce que les politiques engagent des actions. Et puis, alors, je vais être peut-être un petit peu critique vis-à-vis de la hiérarchie, mais la hiérarchie veut aussi faire plaisir au pouvoir politique. Et pour faire plaisir au pouvoir politique, il faut leur donner des résultats positifs, même si on n'a pas vraiment grand-chose. J'en ai été victime moi-même dans une académie où il fallait que les choses soient conformes à ce qu'on avait envie d'entendre. On sent bien qu'il y a là aussi de la part dans la hiérarchie même, hein, je dirais bien dans les académies, voire jusque dans les établissements, il y a une sorte de... il faut donner des bons résultats plutôt que d'être, je dirais, tout simplement honnête et réaliste. Bruno, c'est intéressant ce que vous nous dites. Merci pour ce partage. D'ailleurs, dans la hiérarchie, effectivement, comme vous en parlez, sur le sujet spécifique du numérique à l'école, il y a deux camps, vous le savez, ceux qui disent que trop de numérique tue le numérique, et puis les autres qui estiment qu'il n'y a quelque part aucune preuve de l'efficacité des EdTech, notamment, ou du numérique en matière d'apprentissage. De quel côté vous êtes, vous? Est-ce que vous comprenez les deux points de vue? Alors, on peut comprendre les deux points de vue. Simplement, il faut d'abord se dire qu'est-ce que ça signifie l'intérêt, je dirais, des utilisations du numérique dans une classe. Et trop souvent, on se focalise sur un aspect ou un autre aspect et on ne rentre pas dans la dimension que j'évoquais au début, qui est la dimension, je dirais, citoyenne. C'est-à-dire, peut-on abandonner des jeunes au monde tel qu'il est alors qu'on ne l'aura pas préparé à ce monde. Donc, il y a déjà ça. Alors maintenant, il y a effectivement une prévenance à avoir vis-à-vis des usages inconsidérés. Je vais vous donner un exemple qui m'a choqué. On nous dit, le président vient de nous dire « Ah oui, il y a trop d'écrans à l'école ». Et j'ai observé des classes, il n'y a pas très longtemps, avec mes collègues du laboratoire, et j'ai été des classes d'école primaire, et j'étais sidéré d'entendre des enseignants me dire « Vous savez, moi j'entre dans ma classe le matin, j'ouvre le vidéoprojecteur, et le soir, quand je sors de la classe, je l'éteins. » Et la semaine dernière, j'étais encore avec des enseignants du premier degré, je leur posais la question de savoir s'ils avaient vécu ça et s'ils le vivaient encore. Et ils m'ont dit oui. Et le problème, c'est que l'écran, le premier écran, c'est le tableau. Et quand en plus cet écran est numérique de par le prof, on voit bien qu'on a effectivement énormément d'écrans. Par contre, si on regarde les usages que font les élèves dans la classe, en réalité, il y a peu d'endroits où majoritairement les enfants utilisent l'ordinateur, l'écran à longueur de journée. C'est extrêmement rare, voire même inexistant. Il y a des usages raisonnables et raisonnés. Et c'est bien dans cette raisonnable et raisonné usage qu'il faut aller. Et je pense que les gens qui critiquent de façon assez radicale ont en général assez peu connaissance de la réalité du terrain. Ils ne vont pas dans les classes. Et je dirais que, pour terminer là-dessus, il est plus inquiétant de voir un enseignant incapable d'éteindre le vidéoprojecteur pour faire d'autres activités aux élèves, plutôt que de déplorer le fait que les enfants aient trop d'écran. Merci beaucoup Bruno, c'est absolument passionnant. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue, on fait juste une petite pause, on continue nos échanges. Dans un instant, on va parler aussi d'intelligence artificielle dans l'éducation, le grand sujet du moment. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech.
Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Bruno Devauchel. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Bruno, si vous le voulez bien, on passe à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui, on va parler avec vous des collègues toxiques. Comment est-ce qu'on les reconnaît ? Oui, il n'y a pas que les managers qui sont toxiques, les collègues aussi. Parmi les 50 nuances de collègues toxiques qui existent, je vais vous en citer 5. Alors d'abord, on a l'égoïste. Il n'a pas du tout l'esprit d'équipe, il ramène tout à lui, il s'approprie les mérites des autres, il veut briller, il veut se faire remarquer par le manager, clairement c'est son but. Ensuite, on a la commère, celui qui est au courant de tout, qui répand des rumeurs sur les autres. Là, on est de retour au collège, clairement. Et il n'y a pas pire pour mettre une ambiance toxique au travail, une ambiance malsaine. Ensuite, on a le touriste, celui qui fait rien et dont vous devez aussi supporter la charge de travail. Mais évidemment, il sera payé autant que vous, voire plus. Et on a aussi le petit chef. Alors celui-là, il n'est pas du tout manager souvent, mais il va vous donner des ordres quand même. Il veut tout contrôler dans la boîte. On est sur un petit problème d'ego et une soif de pouvoir. Et enfin, mon préféré, c'est ironique évidemment, celui qui va se cacher derrière l'humour pour vous faire des blagues sexistes, racistes ou homophobes et qui a un peu trop tendance à confondre le lieu de travail avec le PMU du coin. Et il y a aussi celui qui ment, celui qui fait du bruit, celui qui manque d'hygiène, celui qui passe sa vie à se plaindre, celui qui a toujours besoin d'être assisté, celui qui profite de votre gentillesse. La liste, elle est très, 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 très longue. Alors, Dorit, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 80% des salariés, au moins, qui ont un collègue toxique. Donc, c'est énorme et c'est un sondage de moncvparfait.fr. Alors, c'est qui ces employés toxiques ? Eh ben, ce sont des hommes pour 41% et des femmes pour 39%. Et on peut parler de vrais conflits de génération parce que pour quasiment la moitié des sondés, ce sont les millennials qui ont la palme d'or des collègues toxiques, donc la génération née entre 80 et la fin des années 90. Alors Dorit, rassurez-moi quand même, est-ce qu'il y a des collègues qui s'entendent bien avec leurs autres collègues ? Oui, heureusement, ils sont quand même 93% à apprécier leurs collègues dans la globalité, donc c'est très positif. Et on passe quand même 1600 heures par an sur son lieu de travail. Effectivement. C'est un chiffre du ministère du Travail, donc c'est pas pour avoir la boule au ventre ou raser les murs. On voit quasiment nos collègues même plus souvent que notre propre famille, donc autant créer des liens. Il y a beaucoup d'amitiés, voire de couples d'ailleurs, qui se forment sur un lieu de travail parce que c'est un lieu de vie. Mais avant tout, on parle de respect et de cordialité. C'est le minimum syndical pour travailler dans des conditions saines. C'est sûr. Alors quelles sont les conséquences, Dorit, d'avoir un employé toxique dans une entreprise ? On a 60
72% des salariés qui ont déjà eu envie de démissionner à cause d'un employé toxique et 73% qui sont déjà passés à l'action. On parle donc de désengagement, d'employés qui se détachent de l'entreprise parce qu'ils ressentent un mal-être. Pour mieux comprendre, on a le professeur Dana Castro qui donne la définition d'une personne toxique. Il dit « On est toxique pour quelqu'un quand notre comportement devient envahissant. Pour dire qu'une personne ou qu'une relation est toxique, il faut qu'il y ait un caractère chronique et que ça ait des conséquences délétères sur le bien-être d'autrui. Ces conséquences sont alors similaires à des toxines qui, à terme, nuisent à la santé. » Je suis sûre que malgré tout ça, vous avez des solutions à proposer à toutes celles et ceux qui ont un collègue toxique ou qui nous regardent ou nous écoutent. Oui, bien sûr, un mot magique et universel, la communication. Et c'est une très bonne nouvelle parce que les salariés l'utilisent déjà très très bien. 82% des salariés ont déjà eu une discussion avec un salarié dont ils trouvent la personnalité toxique et 80% sont allés en parler à leur manager directement. On rappelle cette règle d'or, donc en amitié, en amour, au boulot, la communication, ça permet de dénouer beaucoup de problèmes et d'agir pour avancer en bonne intelligence, ce qu'on souhaite évidemment pour tous aller bosser en toute sérénité. Ça c'est sûr, effectivement. Merci beaucoup Dorit pour cette chronique et puis nous on lance tout de suite la deuxième partie d'e-Talk. Et on continue nos échanges avec Bruno Devauchel, formateur, expert, chercheur associé au laboratoire Techné Université de Poitiers et puis évidemment spécialiste du numérique éducatif et c'est notre sujet du jour. Vous avez écrit récemment, Bruno, qu'au sujet du numérique lui-même, à part cette fameuse stratégie 2023, pas un mot du ministre Gabriel Attal concernant MIA Seconde qu'on a reçu dans l'émission il y a quelque temps, que vous qualifiez de surprenant projet qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour enseigner les maths et le français au lycée. Affaire de communication, mais pas affaire de vision, dites-vous. Un mot sur MIA Seconde, vous n'y croyez pas du tout ? Alors, la question est un petit peu plus compliquée que simplement d'y croire ou de ne pas y croire. Il s'agit d'enseignement adaptatif, c'est-à-dire on permet à la machine de s'adapter à celui qui apprend, ce qui en soi est une idée intéressante et qui n'est pas nouvelle. Il y avait d'autres travaux qui sont antérieurs, qui existent, et donc l'idée en soi n'est pas inintéressante. Simplement, je pense qu'il y a un problème d'effet d'annonce autour de l'IA, autour de l'intelligence artificielle. Et c'est cet effet d'annonce que je déplore un peu, et maintenant on demande à avoir la réalité. Normalement, c'est en septembre 2024 qu'en France, on devrait voir se déployer cette solution. Maintenant, pour l'instant, cette solution, elle est en fin de développement, si j'ai bien compris, et si j'ai bien eu les informations que je cherche sur ce sujet-là. Et donc, il y a des choses qui vont avancer, mais il faudra voir sur le terrain, d'abord, qu'est-ce que ça va donner, et en même temps, comment ça va s'articuler avec le reste. Parce que ça, c'est un effet unique sur un objet unique, alors qu'on a déjà d'autres produits qui existent depuis longtemps. Un produit comme, en primaire comme l'Alilo ou le projet Voltaire sont des produits qui relèvent de la même logique. Et malheureusement, on sent qu'il y a là-dessus des choses à faire évoluer. Alors vous dites justement aujourd'hui que les startups tech utilisent ce terme intelligence artificielle dès lors qu'elles, je vous cite, recherchent des financements, souhaitent attirer l'intérêt des médias, susciter la curiosité, voire de l'engouement de la part des enseignants et du ministère. Vous dites en quelque sorte que la médiatisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation, ça aussi pour vous, c'est plutôt une affaire de communication. Alors, c'est une affaire de communication d'une part, pour les gens qui médiatisent cela. C'est aussi une affaire, malheureusement, de tromperie par rapport à l'ensemble de la société. Je vais faire allusion à un texte qui est sorti le 1er janvier dernier, et vous l'avez peut-être vu passer, c'est le texte qu'a écrit le Vatican, donc sous la signature du pape, sur l'IA. Et une des particularités, c'est qu'il ne parle pas de l'IA en général, il parle des formes de l'IA. Et il explique qu'il y a de multiples formes de l'IA, et d'ailleurs les spécialistes le disent aussi, c'est qu'il y a ce qu'on met IA un peu à toutes les sauces, mais on oublie d'aller regarder de plus près ce dont il s'agit. Et c'est là qu'est le véritable enjeu. Là, dans le cadre de MIA, c'est de l'enseignement adaptatif, mais il y a plein d'autres choses qui se produisent, qui sont parfois plus inquiétantes et qui posent plus de problèmes à l'école.
Alors, le sujet, vous le savez, Bruno s'invite aussi à la maison, et notamment le sujet des écrans. Après l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a appelé à reprendre le contrôle de nos écrans et de leur utilisation par les enfants, mardi 16 janvier dernier, lors de sa grande conférence de presse. C'était l'élément d'ailleurs central sur son propos sur l'éducation. Il dit « On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. Il faut qu'on ait un consensus scientifique sur le sujet, que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire le débat public. » On a l'impression que ça n'a jamais été le cas. C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils lisent la littérature scientifique avant de parler. Ça aurait été très bien, plutôt que de convoquer des gens dont certains n'ont rien à voir avec le sujet, enfin n'ont pas vraiment à voir avec le sujet, alors qu'il y a une littérature scientifique qui existe, il y a des ouvrages qui ont été publiés, il y a des travaux internationaux qui ont été publiés, des méta-analyses. Je sais qu'elles sont critiquées, qu'elles sont critiquables, comme tous les travaux scientifiques, mais ils ont le mérite d'exister. Première chose. Deuxième chose, écran, c'est comme IA, si vous voulez. Ça ne veut rien dire. Un écran, ça ne veut rien dire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un enseignant qui passe sa journée à mettre un vidéoprojecteur, il met un écran devant les élèves. Donc, quel écran? Alors, à la maison, autre problème. À la maison, quelles sont les conditions de vie des gens? Quand vous meniez des enquêtes, quand on a mené des enquêtes sur la vie pendant le confinement et des enfants à la maison, on s'est aperçu que les choses sont extrêmement complexes pour les familles. Mais derrière cela, il y a effectivement les situations sociales, les situations matérielles. Et puis, il y a derrière, malheureusement, en ce moment, une sorte de courant qu'on peut qualifier d'idéologique, qui est de dire « mais les parents, ils ne savent pas éduquer leurs enfants. Ils ne savent plus éduquer leurs enfants. » C'est vrai qu'il y a des problèmes de parentalité. Et donc, on va leur dire comment faire, on va leur dire quoi faire, on va même leur imposer des règles. Je pense que ça, c'est, je dirais, presque méprisant vis-à-vis d'un grand nombre de familles. Par contre, les familles les plus en difficulté sont des familles qui, elles, ne sont pas disponibles à leurs enfants. Oui, il y a toujours dans tous les milieux, dans tous les milieux sociaux, dans tous les univers, il y a des parents qui sont en difficulté éducative. Mais il faut accompagner les parents et non pas tenter d'imposer des règles comme c'est sous-jacent dans le propos du président. Vous savez aussi, Bruno, le président a annoncé la création de ce groupe d'experts, notamment sur l'accompagnement des parents et de l'utilisation des écrans. Groupe d'experts, qu'est-ce que vous en attendez, vous, Bruno? Ah, moi, je n'en attends rien. Je n'en attends rien, absolument rien. Alors, malheureusement, si vous voulez, il y a davantage à faire une conférence de consensus sur ces questions-là et de la réactualiser, plutôt que de voir des experts qui vont aller causer. Comme je vous l'ai dit, le groupe d'experts dont on a la liste n'est pas vraiment un groupe d'experts, d'autant plus que la plupart des experts que l'on connaît depuis très longtemps sur le sujet sont ignorés par ce groupe. Donc, je pense que, en fait, c'est pas un groupe d'experts qu'il faut. Mais pourquoi ils sont ignorés depuis longtemps, Bruno? Pardon, je vous coupe, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, c'est une affaire de communication. On a besoin de dire qu'il y a un groupe d'experts qui se met en place juste parce que ça apporte du crédit? Non, mais vous savez, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies pour, des lobbies contre. Il y a des gens qui pensent une chose, des gens qui pensent une autre. Nous sommes dans une société très dichotomisante, comme on dit. Elle coupe le monde en deux. Il y a les bons et les mauvais, les pour et les anti. Et on est exactement dans cette situation-là. Et quand on est un homme politique, ou une femme politique, on va répondre en disant, on va faire trancher les choses par une autorité. Alors là, ils veulent l'autorité scientifique, disent-ils, des experts, disent-ils, mais au bout du compte, on ne tranchera pas, parce que derrière ça, il y a des dimensions idéologiques, des dimensions, je dirais, de l'ordre de la croyance, de l'ordre aussi des réalités, qu'on ne peut pas travailler comme ça. Il faut plus aller vers des conférences de consensus, vers des systèmes d'interaction entre les acteurs, plutôt que d'aller chercher une vérité ici ou là. Emmanuel Macron a annoncé effectivement que suite aux émeutes du mois de juillet 2023, le gouvernement avait développé une série de mesures axées sur la fermeté. Vous venez d'en parler, notamment quant à la responsabilité des parents face aux actions de leurs enfants. Quelques mois auparavant, Emmanuel Macron avait souligné la responsabilité des réseaux sociaux dans les troubles qui touchent notre pays. Là aussi, vous pensez que c'est plutôt une excuse et qu'on s'éloigne un petit peu du sujet principal? On met la faute sur les écrans et les réseaux sociaux?
C'est-à-dire qu'il faut trouver des objets qui sont un peu emblématiques pour les désigner des coupables. C'est assez traditionnel, hein. Ça a été dit très très longtemps. Il faut trouver des coupables. Il faut trouver des sortes de totems sur lesquels on va pouvoir se battre. Donc les réseaux sociaux en sont comme les autres. Sauf qu'il y a une particularité avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont que le reflet déformant de notre société. Ils sont ce que nous en faisons. Regardons certains débats à l'Assemblée nationale, comment les gens s'invectivent, comment les gens échangent entre eux, comment les propos courts sont portés, et on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, les gens ils jouent aux personnages politiques, aux polémistes, voire aux violents, comme on en a parfois sur les sièges de l'Assemblée. C'est déplorable. Hein. Donnez l'exemple, effectivement, en commençant par l'éducation nationale et ensuite les réseaux sociaux iront peut-être mieux. Merci beaucoup, merci infiniment Bruno Devauchel d'avoir été parmi nous. Je vous propose de revenir rapidement parce que les échanges sont absolument passionnants. On aurait pu vous poser de nombreuses autres questions. C'est un sujet important dans l'éducation. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes formateur, expert, chercheur associé au laboratoire Techné de l'Université de Poitiers et spécialiste du numérique éducatif. Vous êtes le bienvenu dans l'émission, Bruno. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci également à notre chroniqueuse Dorit Naon d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre temps. Et puis nous, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV comme tous les jours. Bonne journée.